La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Votre invité Charles, c'est le directeur de la rédaction du magazine Investir. Bonjour François Monnier. Bonjour Charles. Et bienvenue sur Radio Classique, un habitué des voix de l'économie. Ce matin, on va donc évoquer les ETF. C'est joli en français, les fonds négociés en bourse. En anglais, ce sont les Exchange Traded Funds. C'est le produit aujourd'hui qui est à la mode. Est-ce qu'on peut chiffrer l'engouement ? Oui, on assiste à une véritable croissance, puisqu'on est sur une hausse de près de 24% par an, en plus de détenteurs depuis 2022. BlackRock, qui est un des grands émetteurs d'ETF, anticipe une nouvelle croissance de plus de 60%. Aujourd'hui, en France, on a à peu près 5% des adultes qui détiennent des ETF. C'est un niveau qu'on peut retrouver en Espagne, 6%, 5% en Italie, 4% au Royaume-Uni, mais ça, très loin, par exemple, de nos amis suisses, où on a 16% d'adultes qui ont des ETF, 16% aussi en Autriche, 16% en Suède, et bien sûr en Allemagne, où là, les ETF cartonnent, puisqu'on est à 21%, un adulte sur 5 est détenteur d'ETF. Donc on le voit, il y a un véritable engouement. Cet engouement, il est légitime dans le sens où l'ETF, c'est assez facile et ça permet une bonne diversification. Alors, le fonctionnement de l'ETF, on n'achète pas vraiment une action, on achète un ensemble de valeurs. C'est un petit peu ça l'idée. Oui, absolument. Ça se négocie en bourse comme des actions, mais on réplique finalement un indice. On peut avoir une exposition géographique. Avec un ETF, on peut, avec un seul produit, avoir les 40 valeurs du CAC 40. Donc c'est un ETF CAC 40. On peut avoir une exposition géographique à l'Allemagne, aux pays émergents. Ça peut être aussi thématique. On peut décider d'investir avec un ETF sur la transition énergétique. Ça peut être aussi sectoriel. On peut se dire, finalement, on achète des valeurs bancaires, des valeurs liées à la défense. Donc, ça peut être des actions, mais pas que. On peut aussi investir sur des obligations, sur des matières premières, l'or, le pétrole, ou encore les crypto-monnaies et le bitcoin. Alors, si j'achète une ETF qui suit, ou un ETF, un ETF qui suit le cours de l'action du CAC 40, je finance l'ensemble des entreprises du CAC 40. Oui, avec un ETF, vous avez l'exposition sur les 40 valeurs. Et c'est ça, une des principales raisons de l'achat d'un ETF, c'est cette diversification et c'est ce qui plaît aujourd'hui aux détenteurs d'ETF, aux investisseurs, aux épargnants. Avec une petite somme, on a une bonne exposition, une bonne diversification et c'est censé limiter le risque. Par exemple, si vous avez à peine 600 €. Avec 600 €, vous pouvez acheter le tracker Amundi MSCI World des pays développés. Et avec 600 €, vous êtes exposé à 1300 valeurs, avec une exposition aussi sectorielle. Vous avez de la technologie, 27%, de la finance, 16%, de l'industrie, 11%, de la santé, 10%. Et donc là, tout de suite, vous êtes un grand investisseur. Quel est le public le plus friand ? C'est plutôt les nouveaux arrivants, les plus jeunes ou les aguerris de la bourse ? En France, on estime qu'on a à peu près la moitié des détenteurs d'ETF ont moins de 35 ans et l'autre moitié ont plus de 35 ans. En Allemagne, les détenteurs d'ETF sont plus âgés. Donc, mais ça plaît vraiment aux jeunes générations et c'est parce que d'abord, il faut voir que les frais sont plutôt faibles, voire même très faibles par rapport à la gestion dite active. Dans la gestion active, on tourne à peu près avec 1,8% de frais de gestion annuels sur les actions. Et sur les ETF, on est à peine à 0,3%. Donc l'écart... Pourquoi il y a un écart aussi important ? Parce que l'industrie, en fait c'est une industrie, c'est un peu comme la grande surface contre le petit commerce. La gestion dite active avec des humains, avec des gérants, il faut payer le gérant qui lui va choisir un par un les titres qui vont composer son fonds. Avec la gestion dite passive, la gestion ETF, on duplique un indice. Par exemple, il n'y a pas besoin de réfléchir sur ce qu'il faut mettre dans la composition d'un ETF CAC 40, puisque vous prenez les 40 valeurs de l'indice avec la pondération fournie par Euronext. Et donc, c'est une stratégie de duplication, de réplication. Et donc, c'est vraiment les coûts sont essentiellement informatiques. Et donc, on peut proposer des prix extrêmement faibles, comme la grande surface comparé au petit commerce. Et là, c'est la machine finalement qui gère, alors que l'autre, c'est l'humain. Et là, le combat de la machine contre l'humain, quoi. C'est le combat entre la machine et l'humain. Et on voit que la machine prend de plus en plus de flux, de plus en plus de puissance. Et l'humain a de plus en plus de mal. Et donc, on va garder bien sûr quelques humains, donc les meilleurs, mais on voit que cette industrie est extrêmement compétitive. La plupart des ETF, on va parler d'un sujet qui est important, la plupart des ETF sont éligibles au PEA ou c'est imposé avec la flat tax ? Oui, absolument. Il y a des ETF qui sont éligibles au PEA, d'autres qui sont pas éligibles au PEA. Donc, ce qui est intéressant, c'est de sélectionner ceux qui permettent de figurer dans un PEA, puisque dans le PEA, au bout de 5 ans, vous êtes, entre guillemets, taxé
qu'à 17,2%. Autrement, c'est la flat tax qui s'impose et c'est 30%. Donc autant réduire sa base fiscale et essayer de sélectionner les produits éligibles au PEA. Les grands émetteurs, on a beaucoup d'émetteurs américains. Les grands noms, c'est BlackRock, Vanguard, State Street. Ou autrement, on a un champion en France, en Europe, c'est Amundi, qui propose beaucoup de produits éligibles au PEA. Vous évoquez ces gestionnaires de fonds. Le plus efficace, c'est de se tourner vers le gestionnaire directement ou plutôt vers sa banque ? C'est se tourner vers la banque. Vous discutez avec votre banquier ou votre courtier et vous regardez un petit peu les produits qu'il vous propose. Autrement, vous lisez Investir et vous avez la sélection de tous les produits éligibles au PEA. Pour autant, c'est pas une solution miracle, les ETF, puisqu'il y a des points faibles. Bien sûr, il y a des points faibles. D'abord, il faut voir que lorsque vous prenez un ETF, vous êtes bien sûr dépendant du comportement de l'actif. Si vous prenez un ETF CAC 40, si le CAC 40 baisse, bien sûr, votre ETF... Les performances passées ne présagent pas des performances futures, comme on dit. Absolument. Et puis, l'inconvénient d'un ETF, c'est que vous dupliquez finalement un indice et vous achetez que les grandes capitalisations, les grandes pondérations des indices. Donc, par exemple, si vous prenez un indice monde, vous allez avoir dans votre portefeuille essentiellement des GAFAM américaines. Ça a très bien marché pendant de nombreuses années, mais si jamais il y a un crack sur la tech américaine, là, votre portefeuille va en subir les conséquences. Donc, c'est important d'essayer de construire un portefeuille de façon diversifiée. Vous prenez des ETF, mais vous prenez aussi des actions pour ne pas avoir dans votre portefeuille que les plus grandes capitalisations, et notamment les plus grandes capitalisations américaines. Merci François Monnier, le directeur de la rédaction d'Investir, qui nous explique donc ce matin les ETF. Bon week-end à tous les deux. On retrouve Charles la semaine prochaine pour les infos. Et la matinale de l'économie, c'est dès 6h avec Stéphane Pedrazzi. Dès lundi, et si nous parlions français avec Karine Dijoux, c'est tout de suite. Juste après les coulisses de la politique, l'Agence française de développement, désormais bête noire du Rassemblement national. Radio Classique, c'est